Chers collègues, nous sommes heureux d'accueillir Monsieur Christophe Carèche en tant qu'ancien député. Monsieur Carèche, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de vous être rendu disponible pour répondre à nos questions dans cette assemblée que vous connaissez très bien. Nous avons entamé en février les travaux de notre commission d'enquête sur les révélations des Uber Files, l'ubérisation, son lobbying et ses conséquences. Vous le savez, à partir du 10 juillet 2022, plusieurs membres du consortium international de journalistes d'investigation ont publié ce qui est désormais convenu d'appeler les Uber Files, s'appuyant sur 124 000 documents internes à l'entreprise américaine datés de 2013 à 2017. Cette enquête a dénoncé un lobbying agressif de la société Uber pour implanter en France, comme dans de nombreux pays, des véhicules de transport avec chauffeur, des VTC, venant concurrencer le secteur traditionnel du transport public particulier de personnes réservées jusqu'alors aux taxis. Dans ce contexte, notre commission d'enquête a deux objets. D'une part, identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber, le rôle des décideurs publics de l'époque et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. Et d'autre part, pour ambition d'évaluer les conséquences économiques, sociales, environnementales du développement du modèle Uber en France et les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. Les Uber Files vous présentent, je cite, comme le VRP d'Uber. Vous auriez été invité à visiter les locaux d'Uber en octobre 2015. Vous auriez organisé une rencontre à l'Assemblée entre des députés réformateurs et des représentants d'Uber. Et dans un SMS envoyé à votre interlocuteur chez Uber, vous auriez indiqué faire remonter les demandes de la multinationale auprès d'Emmanuel Macron et de Manuel Valls. Lors de la discussion sur la proposition de loi Grand-Guillaume, vous êtes intervenu à 16 reprises pour soutenir, favoriser l'activité des VTC. Que pensez-vous? Quelle est votre réaction face à ces révélations des Uber Files? Confirmez-vous ces différents points? Y a-t-il eu une forme de manipulation d'Uber à l'époque grâce à ces méthodes de lobbying? Il ressort d'autres articles de presse que vous avez aussi rencontré d'autres plateformes de VTC dans un restaurant à l'époque et que vous aviez été invité par la G7 pour soutenir la position des taxis. Pouvez-vous nous expliquer le rôle que vous avez joué, les interactions que vous avez eues avec les différents acteurs, si vous avez déposé des amendements transmis par Uber ou d'autres plateformes lors de la discussion des propositions de loi Thévenoud ou Grand-Guillaume. On aura, je pense, l'occasion de revenir plus en détail dans le cadre des questions-réponses, mais je vais vous laisser d'abord commencer par un propos liminaire. Je vous rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole, Monsieur Carèche, pour vous présenter en quelques minutes et entamer les échanges sous la forme de questions-réponses, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais vous inviter à lever la main droite, activer votre micro et dire « je le jure ». Je le jure. Merci, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. En introduction, je voudrais peut-être vous dire comment, à titre personnel, je me suis impliqué effectivement dans ce dossier. Je me suis impliqué dans ce dossier bien avant qu'Uber ne soit implanté en France. J'ai été dans l'équipe municipale de Bertrand Delanoë en 2001 et j'ai fait partie de son équipe de campagne. J'étais même son directeur de campagne. Et à ce moment-là, nous avions décidé de présenter un programme de développement des transports en commun à Paris, avec notamment le développement des couloirs de circulation réservés aux bus et aux taxis, et aussi avec l'idée d'augmenter très significativement l'offre de taxis à Paris. Et donc, c'est une proposition tout à fait possible de la retrouver, qui allait dans ce sens. Nous avons été élus, arriver de temps en temps. Et à ce moment-là, évidemment, nous avons essayé de mettre en œuvre cette disposition. Nous n'avons jamais réussi à obtenir de la préfecture de police de l'époque une augmentation significative du nombre de taxis. On a eu, je crois, une trentaine de licences supplémentaires. Et donc, malgré cet engagement, malgré le fait que nous avions été élus et que les Parisiens nous aviez mandatés pour cela, nous n'avions pas obtenu satisfaction. Pourquoi? Et c'est là-dessus que je veux très rapidement revenir. Parce que l'État, dans la gestion des taxis, s'est mis dans une situation absolument impossible, que je vais décrire. La profession de taxi est une profession réglementée, et progressivement s'est mis en place, dans les années 80,
un marché des autorisations qui étaient données évidemment gratuitement par l'État, au vu évidemment d'un certain nombre d'éléments de qualification. Et donc ce marché s'est développé de manière tout à fait souterraine. Et donc les détenteurs de ces autorisations ont commencé donc à les revendre et à les échanger au fil du temps. Eh bien l'État, en 1995, c'était M. Pasqua, qui était ministre de l'Intérieur, a décidé de régulariser cette situation et a donné entière satisfaction à la demande des chauffeurs de taxi et donc a autorisé les échanges, le marché qui s'était mis en place sur les autorisations de stationnement. Et à partir de là, alors, cette décision, honnêtement, elle n'était pas motivée du côté de l'État pour des raisons de gestion ou quoi que ce soit, puisque l'État, dans cette affaire, n'avait évidemment, j'allais dire, aucun intérêt à agir, puisque ces autorisations étaient pour lui données de manière sans contrepartie financière. D'ailleurs, il pouvait continuer, bien évidemment, à en donner sans contrepartie financière. Et puis, évidemment, ce n'était pas non plus justifié du point de vue des consommateurs, puisque je pense qu'il était bien compris qu'un jour ou l'autre, tout cela se retrouverait dans le prix de la course. Mais surtout, ce qui s'est passé à partir de ce moment-là, c'est qu'il y a eu une véritable inflation sur ces autorisations qui, 10 ans après, ont atteint quand même, pour les autorisations à Paris, 250 000 €, pour les autorisations aux aéroports, plus de 400 000 €. Et donc, finalement, les détenteurs de ces autorisations, d'abord, ont quand même plutôt fait une bonne affaire. Hein. Je dis souvent qu'à Paris, si vous aviez un peu d'argent à investir dans les années 2000, vous aviez deux bonnes solutions. Vous achetiez un appartement ou vous achetiez une autorisation de stationnement, une licence de taxi. Dans les deux cas, 10 ans après, votre investissement était multiplié par 4. Et vous comprenez bien qu'à partir de là, il a été impossible pour l'État d'essayer d'augmenter significativement le nombre de licences pour une raison très simple, c'est que cette augmentation, elle produisait mécaniquement la baisse des autorisations de stationnement sur le marché. Et nous avons essayé, et il y a eu une deuxième tentative, je la signale, de la mission Attali. Nicolas Sarkozy avait confié une mission à Jacques Attali en 2007, une fois élu, sur la croissance. Cette mission a produit toute une série de propositions concernant les taxis parisiens, le sujet est quand même très parisien, et notamment d'augmentation du nombre des licences. Le rapport a été publié. 2 jours après, les taxis annonçaient qu'ils allaient bloquer Paris et les aéroports, etc. Et dans la soirée, le gouvernement a indiqué qu'il renonçait à toutes les propositions qui figuraient dans le rapport Attali. Donc voilà la situation dans laquelle nous étions, que j'ai bien connue en tant qu'élu de Paris. Et c'est vrai qu'en 2011, quand est arrivé Uber, eh bien, pour un certain nombre d'entre nous, ça a été quand même une divine surprise. Parce que le sujet qui était d'augmenter l'offre de taxis VTC sont d'un certain point de vue proches des taxis, mais eh bien, Uber, d'un certain point de vue, donnait une réponse que nous n'avions pas été capables de donner jusqu'à présent. Et d'ailleurs, je crois ne pas être démenti, mais je crois savoir, je l'ai lu, c'est pas Uber qui me l'a dit, je crois savoir que le fondateur d'Uber a décidé de créer Uber, l'entreprise, durant un séjour à Paris. Ah ben c'est peut-être la légende, mais elle est quand même spectaculaire, cette légende. Ça veut dire que le fondateur d'Uber, séjournant à Paris, voyant la situation des taxis, du manque de taxis, s'est dit, mais il y a une place à prendre. Il y a une place à prendre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et honnêtement, d'ailleurs, ça a été, dès 2011, hein, ils sont arrivés en 2011, ça a été une véritable, excusez-moi, mais ça a été un succès. Beaucoup de Parisiens qui, d'ailleurs, ne prenaient pas le taxi, parce que ça n'a pas été seulement, ça a été en partie au détriment des taxis, je vais y revenir, mais pas seulement. Ça a été aussi, pour des Parisiens, une nouvelle offre qui leur a permis de se déplacer. Et puis, moi, je me souviens à l'époque, c'était quand même
plutôt bien perçu. Hein. Les gens étaient contents de ces taxis, de la qualité du service, etc. Et c'est vrai que pour les taxis, à partir de ce moment-là, ça a été quand même une certaine difficulté, pour une raison très simple. Et ils ont parlé de concurrence déloyale. Ils n'avaient pas tort, puisque eux payaient un droit d'entrée exorbitant et voyaient à côté des chauffeurs qui, eux, n'avaient pas ce droit d'entrée et qui faisaient à peu près le même boulot. Donc, effectivement, c'était compliqué pour les chauffeurs de taxi. Mais à qui la faute? À qui la faute? Qui s'est mis dans cette situation? C'était pas Uber, c'était la gestion, j'allais dire paternaliste et clientéliste de l'État de cette affaire. Parce que c'est ça qui s'est passé. C'est cette gestion qui a fait que Uber a pu venir à Paris et s'y implanter. Il ne s'est pas implanté notamment dans d'autres pays. Il ne s'est pas implanté tout simplement parce qu'il y avait un service de taxi qui était satisfaisant. Bon, voilà le constat que j'ai fait, dans l'expérience que j'ai faite à travers mes mandats d'élu, c'était celui-là. Donc effectivement, en 2011, l'arrivée d'Uber, je ne suis plus d'ailleurs en responsabilité à la ville de Paris, j'étais adjoint au maire chargé notamment des relations avec la préfecture de police, c'est une institution que je connais bien, que je défends, qui a des qualités énormes, mais qui a aussi quelques défauts. Et donc, je connaissais vraiment bien le sujet. Donc, quand Uber, effectivement, est arrivé, ça m'a intéressé. Voilà. Donc, j'étais député de Paris. Je crois comprendre que vous êtes tous les deux aussi députés de Paris. Donc, vous vous intéressez comme moi et vous étiez intéressés à cette situation. Bon. À partir de là, que s'est-il passé? Eh bien, c'est vrai que la tension a monté. La tension a monté parce que les taxis étaient un peu, de plus en plus nerveux. Pour une raison aussi, c'est que Uber, il y avait l'innovation, il y avait un service qui était peut-être un peu différent. Il y avait des belles berlines, parce qu'il n'y avait pas les taxis. Mais vous savez pourquoi il y a des belles berlines? C'est parce que les VTC, à l'époque, ne pouvaient pas utiliser des petites voitures. On imposait aux VTC des voitures de plus de 100 chevaux minimum. Donc c'est pour ça qu'ils se retrouvaient avec des belles berlines, des belles voitures, et puis des chauffeurs très sympathiques, comme les chauffeurs de taxi, bien évidemment. Bon, donc voilà la situation. Et ce qui s'est passé, c'est que la tension est montée, est montée, est montée. Peut-être a-t-elle d'ailleurs été peut-être un peu exagérée, honnêtement. C'est vrai qu'il y a eu des altercations. Et à ce moment-là, bien évidemment, la préfecture de police, le ministère de l'Intérieur, puisque cette affaire est quand même gérée par la préfecture de police et le ministère de l'Intérieur. Je pense qu'on est quand même un des seuls pays au monde où un service de taxi qui a quand même une dimension économique est géré sous un angle purement d'ordre public. Et donc, à partir de là, eh bien, il y a eu une mission qui a été confiée à M. Thévenoud, député, pas ni parisien, ni de la région parisienne d'ailleurs, au passage, bon, et qui a eu des propos, et disons, a proposé un rapport, dont est issue une proposition de loi, qui était quand même très déséquilibrée. Très déséquilibrée. Je vais vous citer ce que disait une phrase de M. Bernard Cazeneuve, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, et qu'il a prononcée dans l'hémicycle en présentant la proposition de loi de M. Thévenoud. La proposition de loi a pour objet d'empêcher les VTC de pratiquer la maraude électronique afin de préserver pleinement le monopole des taxis. Donc l'objectif de cette proposition de loi était très clair. C'était d'empêcher que les plateformes puissent, les VTC existaient avant les plateformes, mais que les plateformes puissent être concernées par les VTC. Et donc c'était bien l'objectif, c'était bien d'empêcher les plateformes. Et même dans cette proposition de loi, il y avait une idée qui était de créer une application avec l'aide de l'État pour les taxis. Donc en gros, la proposition de loi, c'était on enlève l'innovation d'Uber à Uber et on la transfère au taxi. C'était ça l'idée. Bon, donc on était quand même un certain nombre, je n'étais pas seul, à se poser quand même plus que des questions et à être très réservé. Je pense en même temps que quand vous relisez, j'ai relu cet après-midi, le débat à ce moment-là, il est resté quand même tout à fait
courtois et nous avons, je crois, eu une position qui était équilibrée. On n'a pas refusé toutes les propositions qui étaient dans cette proposition-là. Il y avait une autre proposition d'ailleurs qui s'appelait le retour à la base, où on imposait aux VTC de plateforme de revenir au parking avant de repartir. Enfin bref, tout cela était quand même des propositions qui visaient tout simplement à faire baisser la tension, et à donner des gages aux chauffeurs de taxi. Voilà, il n'y avait pas d'autres objectifs. D'ailleurs, aucune de ces propositions, et vous ferez peut-être la recension, une grande partie de ces propositions n'a jamais été appliquée. Hein. L'interdiction de ce qu'on appelait la géolocalisation pour les VTC, c'est-à-dire l'idée d'interdire l'accès à une plateforme, n'a évidemment jamais été appliquée. D'ailleurs, c'était une mesure, une disposition qui était complètement hors sol, qui était pour le coup totalement virtuelle. Bon. Donc voilà. Donc ça a été comment dirais-je, le détonateur, si j'ose dire, qui m'a incité, avec d'autres, je pense qu'à Luc Bello, je pense que vous l'entendrez, à intervenir et à s'opposer, non pas pour défendre Uber. Moi, je défendais les consommateurs, je défendais les Parisiens qui, le soir, faisaient 1h30 à la sortie des gares, 1h30 d'attente pour pouvoir prendre un taxi. Parce que c'est ça la réalité. Ça l'est un peu moins aujourd'hui. Parce que les choses, honnêtement, ont plutôt été dans le bon sens et on en parlera peut-être après. Bon, voilà. Donc c'était ça, moi, mon objectif. Et donc nous nous sommes effectivement opposés un certain nombre à cette proposition de loi. Et puis, bis repetita, on est en 2014, 2 ans après, nouvelle mission, Monsieur Grand-Guillaume, et une nouvelle proposition de loi. Je ne sais pas si vous rendez compte, dans une même législature, on a eu 2 propositions de loi sur les taxis et sur les VTC. Hein, donc ça veut dire que le sujet, il était quand même il était sensible. Hein, il était sensible. Bon, donc nouvelle proposition de loi, et là, de la même manière, on est revenu sur un certain nombre je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que tout ça est très, très technique, sur un certain nombre de dispositions, de statuts, etc. Et puis surtout, ce qu'a fait l'État, c'est qu'il a essayé d'augmenter les barrières à l'entrée, c'est-à-dire la formation, c'est-à-dire, etc. Ce qui devenait très compliqué à gérer pour les chauffeurs, puisque un chauffeur, dès le départ, il est obligé de louer sa voiture. Donc s'il ne la rentabilise pas rapidement, il se retrouve en difficulté. Et en fait, toutes ces barrières avaient quand même pour objectif de limiter le nombre de chauffeurs pour les plateformes. Donc voilà la situation. Et donc de ce point de vue-là, moi, je considère avoir fait mon boulot d'élu parisien, d'avoir essayé de défendre un service de taxi et maintenant de VTC. Il y en a aujourd'hui, je crois, près de 20 000. Il y en avait 10 000 à l'époque, il y en a près de 20 000. Parce que, évidemment, pour 2 raisons d'ailleurs. La première, c'est qu'évidemment, toutes ces dispositions, encore une fois, n'ont jamais été appliquées. Donc elles étaient inapplicables. Donc évidemment, Uber a continué. Et deuxième point, et là je le dis vraiment alors sans aucun problème, c'est que les taxis se sont mis à niveau. Les taxis se sont mis à niveau. Aujourd'hui, l'application de la G7, j'avais rencontré, vous l'avez dit, Monsieur Rousselet, je vais vous dire ce qu'il m'avait dit à l'époque. L'application de la G7 est une application tout à fait performante et je considère qu'il y a eu un effort tout à fait considérable qui a été fait par les chauffeurs de taxi. Voilà. Et bien les VTC aujourd'hui, encore une fois, doublent à peu près l'offre sur Paris et la métropole. Et tout le monde a l'air... tout le monde a l'air... Honnêtement, c'est un dossier que je ne suis plus de près. Enfin, il n'y a pas l'air d'avoir de drame majeur. Uber, au passage, n'est pas la seule plateforme de VTC. Aujourd'hui, comme hier. Hier, il y avait d'autres plateformes. D'ailleurs, vous avez dit que je les avais rencontrées, effectivement. Bah oui, un député, quand il s'occupe d'un sujet, il rencontre quand même les acteurs. Sinon, je sais pas, c'est compliqué. C'est d'une banalité affligeante. Je l'ai dit d'ailleurs aux journalistes du Monde. C'est d'une banalité affligeante. Oui, quand on travaille sur un dossier, on rencontre les acteurs. Donc j'ai rencontré, vous l'avez dit, Uber, je vais vous dire dans quelles conditions. Parce qu'en plus, je les ai rencontrés à ma demande. C'est pas la demande d'Uber, donc en termes de lobbying agressif, c'est assez drôle. J'ai rencontré donc les autres, la fédération des plateformes hors Uber.
Et puis M. Rousselet. M. Rousselet m'avait dit d'ailleurs, parce que je lui avais dit, mais vous voyez bien qu'il y a un problème, c'est que votre profession ne s'est pas modernisée, la qualité de service n'est pas suffisante, etc. Et il m'a dit, oui, je sais, mais nous allons nous améliorer. Donc voilà, exactement ce qu'il m'a dit. Et donc, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, honnêtement. Je dois bien le reconnaître. Encore une fois, je vous dis, la G7, je trouve, fait des efforts tout à fait importants. Et les autres taxis aussi, d'ailleurs. Je n'ai pas un discours anti-taxi. Donc voilà. Et alors, j'ai rencontré donc, ces gens-là. Hubert, comment j'ai connu Hubert? Hubert, évidemment, quand le dossier est arrivé, il se trouve que j'avais une relation qui connaissait le directeur des affaires institutionnelles d'Hubert, M. Quintard-Quègre, que vous recevrez peut-être, je ne sais pas. Et donc, je l'ai... et me parle de Hubert et de cette rencontre, et je lui dis, mais moi, ça m'intéresserait effectivement de les rencontrer pour voir comment les choses fonctionnent, etc. Donc, j'ai rencontré ce monsieur. Il m'a proposé effectivement d'aller visiter, c'était dans le 19e arrondissement, le centre, enfin Hubert d'ailleurs, le centre où il y avait l'ensemble des dispositifs techniques, etc., où il y avait un certain nombre de chauffeurs avec qui j'ai pu parler. Je m'en suis pas caché puisque j'ai fait un tweet avec la photo d'Hubert, donc j'avais pas de problème pour... tout ça ne s'est pas fait en catimini. Et ensuite, j'ai dû le rencontrer à deux reprises. Il est venu à mon bureau. Nous n'avons jamais ni déjeuné, ni quoi que ce soit ensemble. Donc voilà, c'est fait de cette manière-là. Je n'ai jamais rencontré une autre personne que lui, ni le directeur général, ni etc. Voilà. Donc les choses se sont faites comme ça. Pour les amendements, puisque j'ai vu que c'était dans le SMS et les amendements. Sur les amendements, d'abord, c'est une pratique, excusez-moi, mais assez courante quand même hein, à l'Assemblée nationale. Je veux dire, et qui ne concerne pas que les entreprises privées. Ça concerne les syndicats, ça concerne les ONG, ces organisations, les organisations, encore une fois, d'entreprises ou organisations autres, en général dans un débat, repèrent les quelques députés qui s'y collent, si j'ose dire, et puis leur envoient en général des propositions d'amendement. Moi, je les ai toujours regardées. Je ne les ai jamais reprises dans leur globalité. Je crois que Le Monde a repéré que j'avais déposé un amendement parmi ceux qui avaient été proposés par Hubert. Eh bien, si je l'ai déposé, c'est pour une raison très simple. C'est qu'il était probablement bien écrit, parce que ça, c'est quand même aussi un sujet. C'est-à-dire qu'évidemment, ces amendements, s'ils sont bien écrits et qui sur le plan juridique, tiennent la route, ils sont intéressants. Et deuxièmement, c'est parce que j'ai considéré qu'ils méritaient d'être défendus dans le débat. Mais ce n'était pas l'amendement d'Hubert, c'était mon amendement. Une fois que j'ai signé cet amendement, c'est l'amendement du député. Ce n'est pas Hubert qui dépose un amendement. Et je l'ai défendu, ou j'en ai défendu, enfin, je ne sais pas d'ailleurs si celui-là je l'ai défendu, parce que je ne les ai pas tous défendus. Parmi tous ceux que j'ai déposés, je l'ai défendu en séance. Et ce qui est intéressant, c'est le débat, c'est la délibération qu'il y a en séance. C'est la réponse que va donner le rapporteur, c'est la réponse que va donner le ministre. Et ma responsabilité, elle est là. Donc voilà, je n'ai pas eu le sentiment que ça puisse poser un problème majeur. Encore une fois, je ne me suis jamais caché d'avoir rencontré... Est-ce que j'ai été le VRP d'Uber? Alors ça, je le conteste formellement, parce que le terme est infamant. Je ne suis pas le VRP de qui que ce soit. Je ne l'ai jamais été comme député. J'ai toujours eu mon libre arbitre. Et alors, l'autre chose qui est quand même, alors vraiment, c'est, excusez-moi, mais en termes de lobbying agressif, j'ai vu beaucoup pire hein, que Hubert. Hein. Alors là, franchement, et d'ailleurs pour une raison aussi qui peut-être vous échappe, mais c'est qu'Hubert était une toute petite structure. Hubert, c'est une start-up avec une capitalisation énorme, mais avec une structure très faible.
Ce n'est pas du tout la structure de grandes entreprises que vous avez, qui ont des armées de lobbyistes, de directeurs institutionnels, avec des services structurés. Je crois comprendre qu'à l'époque, il n'y avait que M. Quintarquègre dans son service. Hein. Et donc voilà, donc ça se passait comme ça. Et donc on en a discuté. Je n'avais pas trop besoin d'être convaincu, vous l'avez compris, parce que j'étais largement convaincu, si vous voulez. Je n'avais pas besoin que M. Quintarquègre vienne m'expliquer quel était le problème des taxis et de Uber, etc. Donc, franchement, et je vous le dis parce que j'ai vu tellement de choses. J'ai vu d'autres choses quand même dans cette assemblée. Où je pense que le lobbying était quand même plus sournois et peut-être même plus efficace. D'ailleurs, le lobbying des taxis, lui, il était quand même au cœur de l'État, hein, par ailleurs. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc moi, je veux bien qu'on parle du lobbying de Uber, mais il y avait aussi le lobbying des taxis. Précisément, c'est la question que j'allais vous poser, en fait, ce dernier point. Ça a été mentionné par d'autres. Thomas Thévenoud a dit qu'il y avait un lobbying intense à la fois des plateformes, mais aussi des taxis. Nous avons auditionné M. Rousselet, qui nous a dit qu'il avait eu accès aux principaux dirigeants. Est-ce que, en fait, ma question porte non seulement sur le lobbying des taxis que vous auriez pu observer, mais au-delà de ça, comment est-ce que vous expliquez à ce moment-là ce conservatisme des autorités publiques lors des différentes lois, que ce soit Thévenoud ou Grand Guillaume, puisque vous soulignez, ça a été souligné par d'autres avant vous, la demande qu'il y avait de la part des consommateurs, en particulier à Paris, l'insuffisance de l'offre à Paris, si on compare aux grandes capitales comparables, Londres, Madrid ou New York, on connaît tous les chiffres, effectivement les files d'attente. Le service Uber et puis les VTC sont plébiscités, ce qui ne veut pas dire que leur méthode après d'accès sur le marché ou de lobbying était pour autant légitime, mais sont en effet plébiscités par les consommateurs lors de leur arrivée. Comment expliquez-vous à ce moment-là la prudence et les mesures d'encadrement qui sont prises par les autorités publiques en réponse? Très simplement par la tutelle exercée sur les taxis, je l'ai un peu dit, c'est-à-dire la préfecture de police. La préfecture de police, encore une fois, a d'énormes qualités, mais ce n'est pas comment dirais-je. En fait, cette affaire, elle a toujours été gérée dans une forme de cogestion, j'allais dire paternaliste et clientéliste, entre la préfecture de police et les taxis. C'est comme ça que ça a été géré, à la petite semaine. Vous ne trouverez jamais une étude économique sur les taxis à la préfecture de police. Jamais. Ça n'a jamais été vu comme un service économique. Ça a toujours été vu sous l'angle de la préfecture de police, de l'ordre public, mais jamais sous cet angle-là. Et d'ailleurs, vous avez invité des économistes, parce que j'ai vu cette partie, en disant vous avez travaillé pour Uber, etc. Mais oui, mais parce que Uber, quand il est arrivé, il n'y avait rien. Il n'y avait pas une étude économique sur les taxis à Paris, en Île-de-France. Il n'y avait rien. Encore une fois, l'État ne s'était jamais préoccupé de cette affaire sous cet angle-là. Et donc, effectivement, Uber, à ce moment-là, d'ailleurs, ils prennent un certain nombre d'économistes que je crois assez réputés, assez reconnus. Bon, ils ont une démarche, effectivement, hein, Uber, c'est pas une entreprise de philanthropie, hein, c'est évident. Ils ont une démarche économique. Donc ils vont essayer de comprendre où est le marché, quelle est la profondeur du marché. Ils vont voir quels sont les tarifs auxquels effectivement le marché réagit ou pas. Ils vont faire ce type d'analyse économique, de marketing que toute entreprise fait. Alors que la préfecture de police, elle applique des tarifs réglementés. Je ne sais pas sur quelle base ils ont été définis. Voilà. Alors peut-être que je veux pas du tout. Peut-être que je fais au-delà des choses, mais je crois pas. Je crois que cette affaire n'avait jamais été gérée sous un angle économique. Et donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvé dans une difficulté majeure. Parce que, effectivement, à partir des années 2000, en plus, Paris a connu un tel développement touristique, etc. Et c'est pour ça qu'avec Bertrand Delanoë, on avait bien identifié le problème. Dès 2000, on identifie le problème et on dit il faut qu'il y ait plus de taxis à Paris. Mais le fait que l'État se soit mis dans ce corner avec ces histoires de licences de taxis a fait que ça a été impossible.
D'ailleurs, au passage, il y a eu un certain nombre de propositions, alors là, pour moi, qui auraient été délirantes, mais il y a eu des propositions où il a été question que l'État rachète les licences de taxi pour essayer justement de se libérer de cette contrainte. Vous regarderez, hein, ça a été des propositions qui ont été émises très sérieusement. Donc, si vous voulez, alors là, s'il fallait en plus que l'État mette 1 milliard, 1,5 milliard pour racheter des autorisations qu'il a données gratuitement, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte dans quelle situation, parce que tout simplement, c'était impossible de bouger. Alors, le lobbying des taxis, oui, il a existé, mais vous savez, les taxis, ils ont un argument, hein, que d'autres professions n'ont pas, c'est qu'ils peuvent bloquer Paris. Donc, c'est ça le lobbying des taxis. Ne cherchez pas, hein. Il n'y en a pas 36. Et quand il y a eu, vous reprendrez ce qui s'est passé au moment du rapport Attali, ça a été très spectaculaire. Le rapport Attali, vous reprendrez les propositions, elles sont intéressantes d'ailleurs. Donc, le rapporteur était d'ailleurs Emmanuel Macron, hein, au passage, parce que j'ai vu aussi Emmanuel Macron, etc. Bah, Emmanuel Macron, oui, il connaissait le sujet. Hein, connaissait le sujet, lui, bien avant qu'Hubert vienne d'ailleurs. Hein, puisqu'il était le rapporteur de cette commission. Donc, oui, il le connaissait. Et donc après, effectivement, il l'a vu, même s'il n'en était pas en charge, puisque c'était toujours géré, encore une fois, par le ministère de l'Intérieur. Après le ministère des Transports, c'est vrai que Vidalis, après, est venu dans la PPL Grand Guillaume. Donc il y a eu un transfert quand même, alors qu'on avait eu Cazeneuve sur la PPL Thévenoud. Donc voilà, mais franchement... voilà, ma réponse, c'est que la tutelle, le mode de gestion, a empêché effectivement d'analyser, de prendre ce service sous un angle économique. Monsieur Carèche, je voudrais moi savoir d'abord quels sont... Vous dites un amendement, est-ce que c'est un amendement, est-ce que c'est plusieurs amendements que vous avez déposé? Est-ce que vous pouvez préciser devant cette commission l'intitulé de la loi et son objet et sa finalité? Et en même temps, quels sont les autres députés qui avaient participé avec vous à la visite du siège de l'entreprise en automne 2015? Alors, sur l'amendement, c'est pas moi. Moi, je n'ai plus souvenir de ça. Donc, c'est le Monde c'est le journaliste du Monde qui m'a parlé d'un amendement. Bon, voilà, donc j'ai pas d'autres explications, j'avais pas un souvenir précis de cette affaire. Donc je n'exclus pas que j'ai pu le déposer, hein, je ne veux pas du tout le nier. Mais voilà, donc c'est possible que dans l'alias, effectivement, et dans les propositions qu'Hubert, j'en ai repris, je ne veux pas du tout le nier. Voilà. Mais encore une fois, je me suis jamais senti. Encore une fois, je n'étais pas le VRP ou le presse-bouton, pardon, d'Hubert. C'était pas du tout le sujet. Deuxième question, c'était sur. Vous m'avez Il y aurait une dizaine d'autres parlementaires qui étaient avec vous à cette. Non. Il n'y a pas eu. En fait, tout ça. Enfin. J'ai plus un souvenir. Moi, je sais que j'ai été visiter tout seul le site, qui a eu... mais dans mon souvenir, il n'y avait pas eu... dans mon souvenir, il n'y avait pas eu d'audition, enfin, il n'y avait pas eu de réunion. Je ne crois pas. Je sais que je l'ai probablement proposé. Je l'ai proposé. J'ai dit à un certain nombre de députés, si ça vous intéresse de voir comment Hubert fonctionne, etc., on peut les voir. Mais je crois que ça ne s'est pas fait. Dans mon souvenir, ça ne s'est pas fait. Donc là, on est sur un flou, parce que à la fois, des médias peuvent dire que vous auriez visité le siège de l'entreprise à l'automne 2015 entouré d'une dizaine de parlementaires. Et à la fois, il est écrit que vous auriez, à la suite de cette visite, qui a ravi Hubert, hein, puisqu'ils ont déclaré, Alexandre Quintard-Quègre a pu souligner dans un document interne à la société: j'ai fait venir ce matin pendant 2h30 Christophe Carèche, député socialiste de Paris, vice-président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, proche de Macron et Valls, il est à fond. Et c'est ensuite que vous auriez organisé une réunion entre les réformateurs du Parti socialiste et les représentants d'Hubert.
et vous auriez ensuite à assurer dans un SMS, par un SMS à votre interlocuteur chez Uber, vous l'auriez assuré de faire remonter les demandes de la multinationale auprès d'Emmanuel Macron et de Manuel Valls. D'abord, il faut bien comprendre que tout ça, les Uberfailles, ça part du directeur des relations institutionnelles d'Uber international, qui s'est fâché, si j'ai bien compris, avec son patron, et qui est parti en balançant toute une série de mails et de SMS. Voilà. Donc l'information qui est donnée, elle vient de chez Uber, elle vient pas de... Voilà. J'insiste là-dessus. Moi, je ne suis pas évidemment responsable de ce que dit M. Quintarquègre à sa hiérarchie, si vous voulez. Enfin, bon, après, moi, c'est son problème. Enfin, je veux dire, qu'il ait considéré que j'étais à fond, que j'étais machin, etc. Bon, très bien. Mais ce qui est vrai, c'est que j'étais, encore une fois, je n'ai pas besoin d'être convaincu, ça c'est clair. Mais je n'ai pas, voilà, c'est sa responsabilité, c'est pas la mienne. J'ai été visiter effectivement Uber. Et encore une fois, je m'en suis pas caché puisque j'avais posté une photo d'Uber sur Twitter, et donc j'avais pas de, et en plus j'avais aucun problème pour. Je pense effectivement que j'ai proposé cette réunion, mais je pense qu'elle ne s'est jamais tenue. Voilà, parce que pour parler clairement, c'est un problème parisien. Enfin, vous avez bien compris quand même que, et quand vous regardez les intervenants dans toutes les propositions de loi, etc., à 90%, ils sont parisiens. Ce que je veux dire, c'est que ça n'intéresse pas les autres. Les autres députés sont assez peu intéressés par savoir si les taxis ou des VTC à Paris. Donc effectivement, j'ai sans doute fait j'ai fait la proposition, je crois, moi, oui, j'ai fait la proposition, mais encore une fois, je pense que cette réunion ne s'est jamais tenue parce que, j'allais dire, faute de combattants, parce que les autres députés avaient autre chose à faire et ne voyaient pas l'intérêt de venir là-dedans. Hein, donc voilà. Alors, ce qui est possible, c'est qu'Intarquègre ait pu mettre à ce moment-là, dans un de ses comptes rendus, qu'on allait organiser une réunion. Mais encore une fois, moi, je pense qu'elle ne s'est jamais tenue. Alors moi, j'ai au moins un amendement dont vous êtes co-signataire. C'est un amendement à l'article 27 bis à la loi El Khomri. Et cet amendement, en fait, il vise à empêcher toute requalification en salarié des travailleurs des plateformes. Et donc l'objet de cet amendement, c'est de faire en sorte que les travailleurs des plateformes ne puissent être regardés que comme ayant avec la plateforme un lien de subordination juridique caractéristique du compte, comme ne pouvant pas être caractérisé de lien de subordination. Et donc on est vraiment sur un amendement dans le cœur de l'attaque en fait du modèle Uber, puisque le cœur de l'attaque du modèle Uber, c'est de se passer du code du travail, voilà, et de revenir au paiement à la tâche dans un secteur particulier. Quel regard vous portez aujourd'hui à cela, puisque c'est au cœur du sujet. On sait que l'ubérisation et ce modèle-là s'est développé dans bien d'autres domaines, et pas uniquement le transport et la livraison à domicile, mais qu'il y a plein de secteurs d'activité. Notre commission d'enquête, dans l'étude aussi des conséquences du modèle d'ubérisation, souhaite aussi, par exemple, auditionner les acteurs de l'intérim. On a pu voir que on commence à avoir des développements de plateformes qui se substituent à la logique de l'intérim, et dans des domaines jusqu'au domaine de la santé, par exemple, hein, où le modèle de l'ubérisation propose des mises en relation d'aides-soignants dans des EHPAD, et afin de casser les coûts du travail, et sur un modèle d'extrême précarité très archaïque, puisque ça revient avant la création du Code du travail, qui, si je ne m'abuse, relève de 1910. Donc, quel regard vous portez aujourd'hui à cet amendement que vous avez donc signé et déposé, cet article 27 bis, qui a fait qu'à l'époque, la mobilisation des taxis a rejoint la mobilisation contre la loi travail, justement contre cet article 27 bis, qui du coup aussi aggravait la concurrence déloyale dans le secteur et préoccupait beaucoup de travailleurs et travailleuses. Là, vous parlez de la loi travail, là. Oui, c'est la loi travail. Vous dites qu'il y avait plusieurs signataires ? Deux signataires. Vous êtes le premier signataire, M. Carèche, et le deuxième, c'est M. Philippe Doucet. Bon.
écoutez, moi, je n'ai pas un souvenir précis de cet amendement. Autant je m'étais impliqué dans comment dirais-je, l'examen des 2 PPL, autant là, et d'ailleurs, je ne sais pas, vous vérifierez, mais je n'ai pas du tout souvenir d'avoir défendu cet amendement. Donc voilà. Non, mais ça, c'est facile à vérifier, puisque dans le débat. Donc voilà, mais... Cet amendement à la fin était tombé, mais sachez que cet amendement, en fait, a permis la convergence. Votre amendement a permis la convergence des chauffeurs de taxi à la mobilisation des organisations syndicales plus classiques. Je m'en souviens très bien, pour avoir été une militante acharnée contre la loi El Khomri. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est quand même au cœur du sujet. Vous ne pouvez pas ignorer avoir... Il y a 2 aspects, dans Uber. Hein. Moi, l'aspect que j'ai défendu, il y a 2 sujets. Il y a le sujet de l'offre de taxi et de VTC à Paris. Moi, c'est le sujet que j'ai traité, d'ailleurs, qui était traité dans les PPL, etc. Le sujet droit du travail, c'est un autre sujet. Je ne disconviens pas du tout qu'il y ait eu des problèmes de requalification, etc., etc. Mais c'est pas un sujet, enfin c'est un autre sujet, voilà, c'est pas le même. Donc moi je n'ai pas sur cette question, je n'ai pas souvenir, excusez-moi, de cet amendement et je n'ai pas souvenir de l'avoir défendu. Bon voilà, alors, je l'ai signé manifestement, donc voilà. C'est un peu le cœur du sujet, je pense, cette commission d'enquête, cette question du travail. Parce que sinon, sur l'aspect vraiment de l'offre non pas de taxi, je dirais de manière globale, de l'offre complémentaire au transport en commun que constitue le service public de taxi, mais que pourraient constituer les différentes propositions VTC et taxi. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'études de mission d'information de l'Inspection générale des services de la ville de Paris ou d'autres outils. La ville n'a pas été demandeuse en tant que telle d'études sur la question de l'offre. Vous avez raison de dire que la préfecture n'a pas fait d'études et n'était en incapacité de l'aborder d'un point de vue économique. D'ailleurs, la préfecture a beaucoup de mal pour définir précisément le nombre de chauffeurs VTC qu'il peut y avoir sur la capitale, même si les choses évoluent avec... de fait, la question des licences VTC. La problématique de la logique du marché, vous avez raison de dire que le modèle Roussel imposait un peu sa loi sur le secteur, et que d'ailleurs, dans la décision par Pasqua de régulariser ou de légaliser la spéculation sur les licences, un des acteurs qui pouvait en profiter, c'était sans doute la G7 qui détenait beaucoup de licences et qui d'ailleurs avait aussi obtenu des modifications des pouvoirs publics avec la création du statut locataire-gérant, ce qui est un peu les prémices en termes de précarité au travail de ce que fera l'ubérisation par la suite. Mais il y avait forcément plein d'autres façons, d'un point de vue du consommateur ou du citoyen usager de ce service public complémentaire de transport, de trouver des solutions. D'ailleurs, le développement d'Uber à Paris a conduit à la fin d'Autolib. Donc, je voudrais savoir si vous avez souvenir des autres amendements qui permettaient d'être du coup plus sur la question des mobilités et pas sur la case du code du travail comme peut le constituer l'amendement 27 bis. Alors, d'abord, sur les études, de toute façon, encore une fois, je vous ai dit qu'avec Bertrand Delanoë, on avait fait un certain nombre de propositions. On a très vite compris que ça ne prospérerait jamais. Donc la question, elle était close. Encore une fois, et elle a été rouverte avec effectivement la mission Attali. Et puis voilà, et qui a subi exactement le même problème. Donc à partir de là, on a compris que de toute façon, le système ne permettait pas d'augmenter l'offre de taxis de manière significative. Donc voilà. Et encore une fois, je crois que ce n'était pas la mairie de Paris qui n'avait pas la gestion du service de taxi. C'est la préfecture de police, c'est l'État qui avait ce service. C'était quand même à l'État de faire, peut-être d'avoir une autre vision que la vision en termes d'ordre public. Donc voilà.
Sur le droit du travail, moi, c'est un sujet que je le dis vraiment humblement, que je connais moins. Ce que je sais quand même, c'est que les chauffeurs que j'ai vus en 2011, quand j'ai vu les chauffeurs de Uber, j'ai pas eu le sentiment, je vous le dis sincèrement, qu'ils étaient, comment dirais-je, mécontents à l'époque de leur situation, hein. Et donc, et je sais qu'un certain nombre de ces chauffeurs ne souhaitent pas travailler de manière salariée avec les plateformes. Donc voilà, moi maintenant, encore une fois, c'est un sujet que je n'ai pas, que je domine moins, mais voilà, donc il y a un débat, et le débat mérite, encore une fois, d'être porté dans l'Assemblée nationale. Si ça peut être effectivement Uber ou pas, mais peu importe, le débat, il doit être porté. Comment dirais-je, une loi, l'intérêt d'une loi, c'est qu'elle soit délibérée, qu'elle soit débattue. Donc voilà, déposer des amendements, ça n'a rien de scandaleux. Voilà. Et encore une fois, je vous ai dit exactement quel était le lien que j'avais, entre guillemets, avec Uber. Je n'ai pas eu le sentiment, à aucun moment, d'être téléguidé, ou je ne sais pas, ou encore moins qu'il y ait le moindre contrepartie. Voilà. Sur la question des amendements clés en main qui proviennent d'Uber ou qui peuvent provenir par ailleurs de d'autres lobbies, vous aviez par ailleurs demandé aussi à rencontrer les 4 autres plateformes de VTC, Snapcar, Allocab, Chauffeur Privé, Marcel Cab et Le Cab, pour écouter justement l'ensemble des nouveaux acteurs entrant dans le domaine. Que pensez-vous de celles et ceux qui estiment qu'il faudrait une traçabilité des amendements, ou bien l'association Anticorps que nous auditionnons ce matin et qui proposait la création d'une plateforme qui permettrait aux différents, à la fois aux lobbies mais aussi aux citoyens, de pouvoir poster publiquement leurs interpellations et leurs amendements, et ce qui permettrait que, puisque l'important c'est la délibération, et c'est donc aussi la transparence et la confrontation de points de vue pour définir l'intérêt général, est-ce que cela permettrait pas plus de transparence et de capacité pour l'ensemble des députés et des citoyens vis-à-vis de leurs représentants d'accéder à un débat, voilà, puisque là, on est quand même dans une situation où cet amendement clé en main sur la loi travail, vous n'en avez plus connaissance, et vous ne vous souvenez pas forcément, mais vous avez plutôt, si je ne déforme pas vos propos, vous avez plutôt le souvenir d'avoir déposé des amendements qui ont pu être influencés par Uber, parce que vous étiez en accord, plutôt sur les lois Thévenoud et Grandguillaume, en tout cas sur le cœur du sujet des mobilités. Ah pardon. J'ai déposé des amendements sur la loi Thévenoud et Grandguillaume. Parmi ces amendements, c'est Le Monde qui me l'a dit, il y aurait pu y en avoir un, si j'ai bien compris, qui était dans les propositions d'Uber. Donc sur les lois Thévenoud et Grandguillaume. Voilà. Je n'avais pas souvenir en venant ici, c'est vous qui me le rappelez, je vous le dis très sincèrement, de cet amendement dans la loi El Khomri, qui par ailleurs, semble-t-il, n'a même pas prospéré au-delà. Bon, donc très bien. Mais bon, voilà, non, mais j'ai pas souvenir de ça. Mais par ailleurs, je ne le renie pas. Peut-être que le débat était intéressant et pouvait être mené. Donc, j'ai pas de sujet. Puis arrêtons de faire d'Uber un épouvantail à moineaux. Excusez-moi, mais je vois bien qu'il y a Uber, c'est aussi maintenant devenu une espèce de combat politique. Bon, et donc à partir du moment où on prononce le nom d'Uber, pression d'un truc sulfureux, etc. Je vous dis, moi j'ai eu le sentiment de rencontrer une structure assez, entre guillemets, artisanale. Et je vous dis, en termes de lobbying, j'ai vu des choses. Enfin, oui, j'ai vu des choses, parce que je vais citer une anecdote, d'ailleurs, si vous le souhaitez, qui est très simple. J'ai été rapporteur d'une directive européenne sur
qui était une directive qui avait pour objectif de mettre, comment dirais-je, de faire la transparence pour éviter la corruption sur la détention de mines, notamment en Afrique, par des grandes entreprises pétrolières ou minières. Voilà. Cette directive, donc on a transposé en droit français, dans un texte de loi, proposait justement que ces entreprises aient l'obligation de rendre public un certain nombre d'éléments sur la détention de ces mines. Bon. J'ai été, je vais vous dire, alors vraiment harcelé en tant que rapporteur, par une organisation, une ONG d'origine américaine, qui était d'ailleurs dirigée, présidée par un chanteur connu, sur le plan international, qui avait beaucoup d'engagement, etc., etc. Et il voulait absolument que la directive aille plus loin, que la transposition aille plus loin que la directive. Avec toujours l'idée, il faut me montrer l'exemple pour que les autres suivent. Bon, ça c'est... En général, on montre l'exemple, mais les autres, ils ne suivent pas toujours. Bon. Et je disais, attention, parce que vous avez quand même une distorsion de concurrence avec... c'est un problème, quoi. Et bon, ça continuait. J'ai vu les amendements débouler, d'ailleurs, dans l'hémicycle. Hein, et d'ailleurs, ils étaient signés... Il y avait 5 ou 6 députés qui avaient exactement repris le même amendement, donc j'imagine qu'il avait été bien inspiré. Bon. Et je commence à faire ma petite enquête. Je découvre, que cette ONG ne publie pas la liste de ses donateurs. Donc, pas de transparence sur la liste des donateurs. Et deuxièmement, je découvre qu'au conseil d'administration de cette ONG, il y a une personnalité américaine qui a été dans le gouvernement de M. Bush, qui était bien connue pour ses liens avec l'industrie pétrolière, et qui elle-même, c'était une femme, siégeait dans une grande entreprise pétrolière à Liberton, pour pas la citer. Et donc, j'ai trouvé quand même que c'était un peu curieux qu'on vienne imposer aux entreprises pétrolières françaises des dispositions qui manifestement pouvaient être inspirées par d'autres considérations. Vous voyez ? Donc il faut faire... Voilà, donc ça, je ne suis pas certain... D'ailleurs, je l'ai dit en séance, donc vous pourrez le vérifier, parce que j'ai parlé de ça en séance. Parce que je ne suis pas certain que les députés qui ont déposé les amendements avaient compris ça. Alors, ça, c'est du lobbying qui est très, très, très subtil, si vous voulez. Parce que là, pour le coup, la personne qui dépose l'amendement, il ne comprend même pas de quoi il s'agit. Hein. Bon, voilà. Donc voilà, et ça, je trouvais effectivement que ça posait un problème. Moi, je pense que les amendements, je reviens à l'amendement. L'amendement, d'abord, c'est un droit constitutionnel, c'est le droit du parlementaire. Je pense qu'il ne faut pas, que c'est, à partir du moment où un amendement est déposé par un parlementaire, c'est au parlementaire qu'il faut demander des comptes. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, par contre, je pense qu'il ne serait pas inutile qu'un parlementaire qui intervient dans un débat donne la liste, le nombre de fois, par exemple, durant lequel il a rencontré tel ou tel acteur concerné par le sujet. Ça pourrait être donc le rendre public, c'est-à-dire que j'aurais dit, voilà, j'ai été voir Hubert, j'ai vu monsieur machin 2, 3, 4 fois dans telle circonstance. Voilà, moi ça me pose aucun problème. Voilà, donc peut-être que ça peut être une solution. Mais l'amendement lui-même, parce que d'abord, d'un certain point de vue, ça vise quand même à disqualifier des amendements qui, par ailleurs, peuvent être intéressants. Encore une fois, je veux dire, les amendements, dans ces liasses-là, il y a des trucs qui sont bêtement la défense d'intérêts. Je pense que tout le monde a compris de quoi il s'agissait, mais il peut y avoir des choses intéressantes. Donc, il peut y avoir des amendements intéressants pour le débat, etc. Bon, donc voilà. Mais par contre, je pense qu'effectivement, les députés pourraient rendre public à ce moment-là les rencontres, les nombres de rencontres, etc., de manière assez précise, qu'ils ont eu dans le cadre du débat. Ça pourrait être une solution. Vous avez estimé qu'on caricaturait trop Uber et que, à tort, on dénigrait cette plateforme qui, selon vous, était juste une
petite start-up au démarrage. Je pense que vous avez eu la possibilité depuis quand même de prendre connaissance avec les révélations Uber Files à quel point Uber a pu enfreindre la loi, qu'il s'agisse du Code du travail, qu'il s'agisse de la concurrence, qu'il s'agisse de ses obligations fiscales. On auditionnait Transparency International qui, tout à l'heure, qui disait par ailleurs qu'avec les pratiques, ne serait-ce que du Grable et du Kill Switch, eh bien, ces seules pratiques-là, totalement illégales, auraient dû disqualifier Uber de participer à la fabrique de la loi et d'être entendu par des décideurs publics et d'autant plus un ministre. Sachez que Uber, dès sa création, a théorisé qu'il fallait imposer l'état de fait à l'état de droit. Et ils avaient même en interne tout un tableau, Pyramid of Shit, donc pyramide de la merde, où ils montraient comment enfreindre les réglementations, les lois, pour montrer un peu toute la nécessité, enfin, à la fois toute la conscience de l'illégalité qu'ils avaient de leur activité qu'ils déployaient et de la nécessité de créer le chaos pour ensuite forcer à la modification de la loi en leur faveur. Est-ce que vous aviez conscience de cela lorsque vous les rencontriez, ou alors est-ce que le contexte, parce que beaucoup de personnes que nous avons pu auditionner sont revenus sur le fait que la période de l'époque n'est pas la même qu'aujourd'hui et qu'il y avait aussi un contexte idéologiquement très favorable à Uber. Et d'ailleurs, pour revenir sur les économistes n'ont pas du tout été sollicités par Uber pour anticiper une étude de marché, mais bien, on a bien vu dans les auditions avec les économistes que les objectifs et les finalités de l'enquête, de leurs études, le résultat de leurs études était défini au point de départ dans la commande. Donc leur étude était quand même très biaisée et n'avait qu'une vocation de donner une caution scientifique à une bataille de communication et à une bataille idéologique menée sur les réseaux sociaux. Mais que pensez-vous de cette proposition de Transparency qui estime que quand on a une plateforme qui est dans l'illégalité à plus d'un aspect, elle ne devrait pas pouvoir être associée à la fabrique de la loi? Je trouve ça tout à fait scandaleux. Enfin, c'est dingue. Transparency, d'ailleurs, c'est encore une organisation anglo-saxonne, celle qui pullule, là. Franchement, s'il est dans l'illégalité, il suffit de le condamner. Où est le problème? Pourquoi pensez-vous qu'il y a eu deux propositions de loi? Pourquoi, s'il y a eu deux propositions de loi pour réguler, légiférer sur le secteur, c'est que, précisément, il n'était pas dans l'illégalité. Et d'ailleurs, ça a été l'argument qui n'a cessé d'être donné par les chauffeurs de taxi, d'expliquer que les plateformes étaient dans l'illégalité, etc., de les présenter comme des délinquants, ce que vous venez de faire, d'ailleurs, au passage. Mais c'est pas vrai. Tout ça, ce n'est pas... Mais si, parce que vous dites c'est des délinquants. Donc, mais c'est pas vrai. C'est tellement pas vrai que, encore une fois, il n'y aurait pas eu besoin de faire de nouvelles lois si les lois précédentes les mettaient dans l'illégalité. Donc c'est bien le sujet. Donc Uber, mais attendez, Uber, ce ne sont pas des saints. Je vous explique pas ça. Uber, il a des intérêts économiques comme toutes les entreprises. C'est des gens qui font du profit. Je suis totalement lucide sur ce qu'est Uber. Mais en faire une espèce ça n'a pas de monstre qui n'a que pour seule obsession comment dirais-je, de frauder et d'être dans l'illégalité, ça n'a pas de sens. Bon, et d'ailleurs, ils ont été requalifiés. Donc ils ont été requalifiés, il y a eu des procès, ils ont été requalifiés. Bon, très bien, c'est très bien, la loi s'est appliquée. Quant au reste, encore une fois, il y avait des statuts, les lotis, etc. Les lotis, qui ont été utilisés d'ailleurs, moi je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin peu importe, mais il a fallu, sur le plan législatif, restreindre ce statut, mais Uber, parce que Uber était dans la légalité. Donc non, ils n'ont pas été dans l'illégalité, ils ont été condamnés sur les problèmes de requalification, mais sur le reste, je n'ai pas connaissance qu'ils aient été condamnés. Donc, franchement, tout ça n'a vraiment aucun sens. Surtout qu'aujourd'hui, ce que je crois aujourd'hui, c'est que si vous faites... et d'ailleurs, par ailleurs, ce qui était, à mon avis, complètement... excusez-moi, hors de propos, c'était aussi les dispositions législatives qu'on voulait leur opposer. Encore une fois, qui n'ont jamais été appliquées.
pour une partie d'entre elles. Ce qu'on a appelé l'interdiction de la géolocalisation. C'est-à-dire qu'on a mis dans la loi qu'on allait interdire la géolocalisation. C'est ce qu'on peut faire en Chine, si vous voulez. C'est ce qu'on peut faire en Chine. Mais en France, bon, c'est quand même... Bon, évidemment, ça n'a jamais été appliqué. Vous imaginez, enfin, ça n'a pas de sens. Bon. Donc, des choses comme ça. Donc, on a cherché des choses pour essayer d'empêcher Uber, de le criminaliser, qui étaient complètement absurdes. Donc, non, ce n'étaient pas des délinquants. C'est pas vrai. Et les gens qui étaient là-dedans étaient des gens tout à fait respectables. Enfin, voilà. Là, je trouve que vous allez trop loin. Et c'est bien ce que je dis. Je pense qu'il y a un souci de diabolisation, quand même. Eh bien, je vais dire une phrase qui va faire date. Je vais reprendre une citation de monsieur l'ancien ministre de l'Intérieur et monsieur le Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui a dit dans une audition ce matin « Il n'y a pas de négociation possible avec ceux qui enfreignent la loi, sinon il n'y a plus d'état de droit ». Et donc, pour celui qui était ministre de l'Intérieur, il y avait bien... justement, de la part de Uber, un vrai problème de loi totalement bafouée. Moi, j'en ai fini pour mes questions de mon côté. Merci, Madame la rapporteure. On a une question de Madame Rouleau. Juste, j'ai posé la même question à d'autres de vos collègues qui étaient impliqués sur ces débats. Vous nous avez expliqué l'antériorité de vos convictions sur ce sujet, le fait qu'elles s'inscrivent. Et donc, je vous demandais, est-ce que depuis que, par exemple, vous avez quitté l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez eu des liens financiers? Est-ce que ces prises de position ont été récompensées d'une façon ou d'une autre par Uber ou par des VTC? Alors, soyons très clairs là-dessus, je ne travaille pas dans ce secteur, donc les choses sont très claires, et j'ai jamais eu aucune contrepartie, je dis même pas le moindre déjeuner. Donc c'est très clair, il n'y a eu aucune chose de ce genre. Et dans toute ma vie politique, j'ai veillé à ce que soit le cas. Bon. Donc voilà, quant à M. Bernard Cazeneuve, j'ai lu la proposition de loi de M. Thévenoud a pour objet d'empêcher les VTC de pratiquer la maraude électronique afin de préserver pleinement le monopole des taxis. Donc il a été jusqu'au bout, effectivement, de son objectif. Son objectif, c'était de préserver le monopole des taxis et pas de satisfaire la demande de mobilité à Paris et en Île-de-France, qui était très importante. Voilà. Et par ailleurs, moi, je me réjouis qu'aujourd'hui, ce sujet, semble-t-il, encore une fois, parce que je ne le suis plus, mais je regarde, enfin voilà, semble-t-il, soit quand même relativement apaisé. Ce que je constate, c'est que les plateformes ont fait doubler l'offre de mobilité, de taxi, puisqu'encore une fois, on est autour de 20 000 et 20 000. J'ai l'impression que les taxis se sont mis au niveau aussi, etc., et que les choses se sont quand même régulées. Voilà. Mais ils ne se sont pas régulés à cause de la loi, hein. Alors, il y a juste en ce moment un grand débat, une proposition de directive à l'échelle européenne de présomption du salariat des travailleurs des plateformes, et qui est un peu le point de débat conclusif, en fait, des travaux de notre commission d'enquête parlementaire, et qui change énormément la situation. Merci, Monsieur le Président. Bonjour monsieur. Alors on a bien compris que votre conviction était d'apporter plus de mobilité aux Parisiens, et ça c'est pas du tout contestable. En revanche, il est vrai que le Uber n'agissait pas dans le cadre de la loi, et monsieur Cazeneuve nous l'a dit ce matin. Et puis bon, ça c'est juste une réalité. En dehors du fait, c'est une réalité. Alors donc justement, parce que avez-vous, ma question est la suivante, peut-être y avez-vous déjà répondu, ça m'a échappé, mais donc je vous pose la question, avez-vous rencontré les taxis? Puisque, comme vous l'avez dit aussi tout à l'heure, un député souvent s'attache à rencontrer différents corps de métier, enfin différentes personnes, pour se faire une opinion, justement. Il faut fermer votre... Oui, non, c'est bon. Oui, j'ai rencontré les taxis. J'ai rencontré M. Rousselet, donc, qui était le directeur général, ou le président, le directeur général de la G7. Et au travers de cette rencontre, avez-vous pu vous rendre compte qu'en fait, ils pouvaient se sentir spoliés, étant donné que... Et est-ce que ça vous a affecté, cela? Non, mais bien sûr, je comprends tout à fait. Alors, les taxis, il y avait deux sujets. Il y avait le sujet, encore une fois, que eux avaient
un effort à faire pour une partie d'entre eux, pas pour tous. Hein. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que le statut des chauffeurs de taxi, il est divers en réalité. Mais enfin, une partie d'entre eux, eh bien, ils avaient un droit d'entrée avec ces fameuses licences qui avaient été, encore une fois, dont on avait autorisé la monétisation, le fait de pouvoir les échanger contre de l'argent. Et donc, effectivement, je comprends totalement leur ressentiment qui était de voir qu'eux avaient ce droit d'entrée et que de l'autre côté, des chauffeurs VTC se mettaient à leur compte, n'avaient pas de droit d'entrée et pouvaient exercer. Voilà. Donc effectivement, mais c'est de ce ressentiment qu'est née aussi la tension entre les chauffeurs de taxi et les VTC, et que je comprends parfaitement. Mais encore une fois, l'État a une lourde responsabilité et le ministère de l'Intérieur a une lourde responsabilité parce que. Alors, de l'époque, enfin, la loi a été votée en 1995, vous la regarderez, mais parce qu'on a décidé, de manière, comment dirais-je, totalement invraisemblable, de régulariser, entre guillemets, ce trafic de licences. Et rapidement, parce que tout à l'heure, vous avez dit on ne peut pas les indemniser, mais enfin, les avoués ont été indemnisés. Et puis, quand même, ils ont payé quelque chose. Donc, c'est une... Quand vous avez dit, mais c'est de l'argent public qui va les indemniser, mais eux, ils ont donné de l'argent pour ça. Donc, ils se retrouvent avec une licence qui vaut plus grand-chose. C'est bien tout le sujet. C'est bien tout le sujet. Mais enfin, les indemniser, quand même, c'est de l'argent public. C'est quand même le contribuable. La puissance publique, elle donne pour les autorisations de taxi, elle les donne sans contrepartie financière. Soyons clairs. C'est qu'il y a des Uber au côté. La contrepartie, c'est le fait qu'on leur supprime un droit. On leur supprime le droit de vendre. Donc la contrepartie, elle est là. Enfin, je ne suis pas là pour défendre les chauffeurs des taxis. Simplement, quand vous avez dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas les indemniser, je pense que c'est beaucoup plus subtil que ça. On pouvait les indemniser. On n'a pas fait ce choix, mais on pouvait le faire. Je ne sais pas si l'État doit mettre 1,5 milliard sur la table pour revenir sur une décision qu'il a prise lui-même. Enfin, c'est quand même, excusez-moi, mais c'est quand même un vrai sujet. Donc, les spoilis, non, puisque donc la décision, soyons clairs, la décision, ça a été de ne pas augmenter le nombre de taxis. Et quand la tension est arrivée à un niveau, effectivement, parce qu'il y avait Uber, il y avait les VTC, eh bien l'État a essayé tout simplement de réduire fortement la possibilité pour les plateformes d'agir, tout simplement. Ça a été ça l'objectif des deux PPL, c'était de créer des barrières à l'entrée et des barrières pour les VTC. Ça a été le choix qui a été fait. Voilà. C'est ce que je dis. Et par ailleurs, en déversant des tombereaux de contre-vérités sur ces plateformes, sur ces chauffeurs aussi. Parce que moi, ceux que j'ai vus à l'époque, ils étaient... Je sais qu'après, il y a eu beaucoup de problèmes avec Uber et les chauffeurs, donc je ne veux pas ici... que je n'ai pas suivi d'ailleurs, parce que sur les problèmes de tarifs, etc., je ne suis pas du tout capable de parler de ça. Mais moi, à l'époque, les chauffeurs, ils étaient plutôt satisfaits de travailler pour Uber. Voilà, je suis désolé de vous le dire, c'est ce que j'ai constaté quand j'ai été les visiter. Bien, écoutez, nous sommes allés un peu au-delà de l'horaire, mais c'était, je pense, très intéressant et c'était lié à la franchise et l'animation de cet échange pour lequel je vous remercie infiniment, monsieur Carèche. On aura peut-être des questions complémentaires à vous faire parvenir. Et à l'inverse, si vous avez vous-même des informations supplémentaires que vous voulez mettre à disposition de la commission d'enquête, n'hésitez pas, on a encore 2 mois de travaux devant nous. Mais dans l'intervalle, je vous remercie infiniment et je vous souhaite une excellente soirée. Merci.